Alors, bonjour à tous. Donc moi, je suis Karine Sani, je suis la directrice du pôle attractivité, dans le groupe Biosiassi et je suis accompagnée de Axel Benetou qui va nous parler, de, gestion prévisionnelle, des parcours professionnels et puis de Valérie Morgeon, qui va nous partager son expérience, d'action qu'elle a pu faire, chez France Travail et notamment sur la mobilité interne. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de recrutement et si vos recrutements demain, se faisaient en interne, c'est un petit clin d'œil. Effectivement, beaucoup d'entreprises, investissent énormément en recrutement externe. Donc vont travailler, évidemment, la partie rémunération, le onboarding, la marque employeur. C'est pas si simple de recruter en externe et puis un recrutement, interne, un recrutement qui pourrait, mal se passer, hein. Il y a toute cette partie, d'intégration. J'ai parlé d'un coût moyen, puisque effectivement, en fonction des cols bleus ou cols blancs, le coût d'intégration va être différent, le coût d'un recrutement va être différent. Mais ça a on va dire des impacts sur toute l'équipe qui va passer du temps à onboarder ou à former le nouveau collaborateur qui va pas rester. Et les raisons d'un départ d'un collaborateur peuvent être diverses. Et les top 3 de ces raisons-là sont souvent la rémunération, donc les gens partent pour une meilleure rémunération ou pour un meilleur confort de vie professionnelle. Des problématiques de management, d'équipe, et donc là, c'est aussi des freins et des leviers compliqués, enfin en tout cas où il y a des actions effectivement qui peuvent être mises en place en entreprise, mais c'est souvent la deuxième raison d'un départ. Et la troisième, c'est le manque d'engagement. Le manque d'engagement, ça veut dire manque de visibilité, de perspective, pour les collaborateurs déjà dans l'entreprise, c'est quel est le pas d'après que je peux faire. Et souvent, ce sont des personnes qui vont partir à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas cette visibilité. Et là, j'ai envie de faire le parallèle. Excuse-moi, reviens juste, Karine, sur la slide d'avant. J'ai envie de faire le parallèle sur les opérateurs téléphoniques qui vont faire la chasse aux aux nouveaux utilisateurs. Je pense à ça, c'est qu'ils vont mettre énormément d'actions de promotion pour les nouveaux entrants et absolument aucune pour ceux qui sont déjà chez l'opérateur téléphonique. Donc, je pense que vous avez déjà tous vécu ça et c'est pour ça que je prends cet exemple-là. C'est-à-dire que pour passer de Orange à Bouygues ou du Bouygues à SFR, c'est extrêmement de la drague absolue. Par contre, quand on est déjà en place, c'est plus le cas. Donc voilà, je pense que sur la partie recrutement interne, recrutement externe, il y a quelque chose qui se joue aussi, c'est comment on arrive à séduire et à embarquer et à en réengager les collaborateurs internes. Voilà, tu peux changer de slide. Je vais vous partager quelques chiffres. Ces chiffres, vous pourrez les avoir dans la présentation si vous la souhaitez. Mais c'est que souvent, en fait, les personnes qui veulent actionner une mobilité ont envie de rester dans le même secteur, ont souvent envie de rester dans le même métier et voire ont envie de rester dans la même entreprise. Donc là, c'est important d'entendre ça. C'est beaucoup de départs ne sont pas forcément liés à un choix de changement de métier ou de changement d'entreprise. C'est juste qu'ils n'ont pas d'évolution possible ou de réengagement dans l'entreprise. Voilà, est-ce que tu peux changer de slide, Karine? Voilà. J'ai envie de vous partager quelques chiffres sur cette slide. D'abord, les collaborateurs, 60% des collaborateurs choisiraient la mobilité interne s'ils le pouvaient. Donc, il y a une vraie volonté d'engagement du collaborateur dans le futur et de choix de rester dans la même entreprise. Et donc, 40% de ces actifs envisagent la mobilité interne. Donc, il y a vraiment un désir des collaborateurs en tant que tel. Et souvent, c'est d'eux que ça vient, c'est ce désir-là. Ensuite, côté entreprise, je reviens sur des chiffres, hein, c'est-à-dire que de recruter en interne coûte entre 20 et 50% moins cher que de recruter en externe. Donc ça, c'est aussi un des leviers et un des axes importants à prendre en compte. Et 41% des collaborateurs qui ont actionné une mobilité sont beaucoup plus engagés à terme. Alors, sur la mobilité interne, on retrouve aussi ce chiffre-là qui est à mon avis très intéressant, c'est que ce sont des personnes qui sont beaucoup plus fidèles et beaucoup plus productives quand ils ont engagé une mobilité interne. Pour autant, seuls 5% des recrutements se font en interne. Donc là, on va retrouver à la fois
c'est des gens qui vont devenir beaucoup plus engagés et beaucoup plus productifs dans le choix de rester dans l'entreprise. Et pour autant, on n'a que 5% des recrutements qui se font en interne. Donc en fait, s'il y a des enseignements autour de ces quelques chiffres-là et de la réalité du marché, c'est qu'il vaut mieux fidéliser, réengager vos collaborateurs. Donc il y a une réelle attente de la mobilité qui est encore très peu pratiquée dans les entreprises. Et pour autant, cette mobilité booste l'engagement et la fidélité des collaborateurs. Et surtout améliore la productivité. Donc avant de passer sur de vous donner des éléments en fait qui vont vous permettre d'actionner cette mobilité, j'ai envie de vous poser quelques questions. Et là, effectivement, Karine vous a dit de passer dans la colonne de droite. Vous avez mobilité interne. Donc là, si vous cliquez là, vous allez retrouver les questions pour y répondre. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que la mobilité interne est un enjeu dans votre entreprise? Donc ça nous permet un peu de voir si vous êtes tous au même niveau de priorité stratégique sur la partie mobilité interne. Donc, est-ce que c'est une priorité pour vous, stratégique? 2, est-ce que c'est un enjeu à 1 an? 3, pas du tout, et ça le sera dans 2-5 ans, enfin, il n'y a pas d'urgence, ou alors c'est pas du tout une priorité. Si vous pouvez nous faire voter, comme ça, on a une petite idée de qui nous écoute et comment vous apporter aussi des éléments de réponse. Alors, je précise, donc dans la partie à droite, vous avez mobilité interne. Il vous suffit de cliquer dessus et la question apparaît avec les différentes réponses. Voilà, on vous laisse encore 1 minute pour répondre. Si jamais vous ne trouvez pas l'espace aussi dans votre question, vous pouvez interagir avec Karine qui peut vous accompagner. J'ai des réponses. On est sur du 60%, c'est une priorité stratégique, et 40%, c'est un enjeu à 1 an. Super. Bon, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Donc, pour tout le monde, on a pris la mesure de le besoin de mobilité interne. Donc, je vais passer la main à Axel qui va effectivement vous dire que pour engager de la mobilité, il est quand même important de connaître ses métiers et compétences associées à ces métiers. Donc, voilà, je te laisse la main, Axel. Merci Karine. Enchantée. Bonjour à tous. Donc Axel Benetou, comme l'a dit Karine en début de webinaire, je suis consultante stratégie RH et organisation au sein du groupe Diocesi et j'interviens notamment sur des sujets de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, vous pourriez vous dire de but en blanc quel rapport avec la mobilité interne, hormis le fait qu'on intègre des mesures de mobilité interne dans cet accord. Mais en réalité, il y a un réel lien avec la mobilité interne puisque la GEPP est un réel outil de logique, un réel outil d'anticipation. Or, comme le disait Karine, finalement, la mobilité interne, c'est un moyen de garantir l'employabilité de vos collaborateurs. C'est également un moyen de rétention et d'attractivité également. Mais pour que ce soit un réel outil gage de cette employabilité et que les mobilités internes soient pertinentes, la mobilité interne doit être associée à une réelle réflexion stratégique. Alors, ça paraît un peu barbare comme ça, comme mot, mais en fait, ce qu'on veut dire derrière, c'est que finalement, une mobilité décorrélée de toute logique d'anticipation et d'évolution des métiers, elle n'a pas de sens parce que finalement, projeter et proposer à un collaborateur une mobilité vers des métiers sur lesquels demain, vous n'aurez pas de besoin ou qui vont être amenés à disparaître parce qu'au regard des orientations stratégiques de l'entreprise ou des facteurs externes à l'entreprise, mais qui vont impacter vos métiers et vos compétences, ce métier ne fera plus sens demain. Si vous orientez un collaborateur vers ce type de métier-là, vous n'êtes finalement plus gage justement de l'employabilité du collaborateur et on n'est plus dans une mobilité interne raisonnée et pertinente. Et c'est là que la GEPP va être un réel outil au service de la mobilité interne et la mobilité interne un réel outil au service de la GEPP. Et c'est là qu'on a finalement une interdépendance entre les deux sujets parce que la GEPP est un outil d'anticipation
et pas une simple obligation légale. Souvent, la GEPP, alors pour ceux qui ne sauraient pas exactement à quoi correspond cet acronyme, c'est la gestion des emplois et des parcours professionnels. C'est un outil d'anticipation qui permet finalement d'aligner, je dirais, les orientations stratégiques de l'entreprise avec la vision qu'on va avoir sur les emplois et les compétences. Pour la plupart des gens, c'est une obligation légale parce que vous avez une obligation de mettre en place une négociation à minima tous les 3 ans. Mais nous, on est vraiment convaincus que la GEPP, c'est bien plus que ça et que c'est un réel outil d'anticipation. On va passer, du coup, on va vous présenter, je vais vous présenter ce à quoi, pour nous, la GEPP sert, parce que là, ça reste un acronyme. Karine, si tu peux passer juste à la slide d'après. Alors oui, avant ça, du coup, juste, est-ce que vous avez, vous, alors je vulgarise cette notion de réflexion prospective, est-ce que vous avez déjà engagé des réflexions sur finalement l'avenir de vos métiers et de vos compétences, que ce soit au sein d'une GEPP ou pas, ou est-ce que vous êtes voilà, sur une logique de se dire finalement mes métiers vont évoluer plutôt comme ça, voilà, j'ai commencé à catégoriser les métiers sur des métiers en tension, des métiers qui sont plutôt en décroissance, des métiers stables. Est-ce que vous avez déjà engagé une réflexion prospective, ce qu'on appelle une réflexion prospective, sur vos métiers et vos compétences? Donc là, c'est pareil, il faut cliquer sur mobilité interne et vous avez à nouveau la question qui vous apparaît. Voilà, on vous laisse encore une minute. Je ne sais pas si Karine... J'ai l'impression que Karine a disparu, non? Là. Elle est là. Elle revient. Oui. Donc, pour l'instant, c'est plutôt équilibré. C'est du 25%, elle est en cours, 25%... Ah non, ça change. Donc, j'attends encore quelques instants. Écoutez, hop, on a 17% en cours. 17% oui, elle a déjà été réalisée, 50% non, mais nous aimerions en réaliser une, et 17% non, ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est bien réparti. Oui, on a une bonne répartition entre l'ensemble des sujets. C'est assez révélateur, pour être honnête, de la complexité aussi que peut avoir ce sujet d'anticiper finalement l'évolution des métiers. Ce sera intéressant éventuellement à la fin de ce webinaire de pouvoir échanger avec vous sur, pour ceux qui l'ont mis en place ou déjà ou qui sont en cours de réalisation, est-ce que c'est dans une logique justement de gestion des emplois et des parcours professionnels ou si c'est décorrélé de ce sujet-là. Mais on sait que c'est un exercice qui n'est pas forcément évident, mais pour le coup, nous, on est convaincus du fait que c'est un élément important à prendre en compte dans une logique de mobilité interne. Si tu peux juste, du coup, Karine, passer sur la slide d'après. Parce qu'en fait, cet enjeu d'anticipation va vous permettre d'aligner donc ce qu'on appelle la stratégie emploi-compétences avec les orientations stratégiques de l'entreprise. Plus simplement, c'est finalement de se dire si demain, mon entreprise a un projet d'entreprise, par exemple, on voit tout un tas de projets d'entreprise qui se mettent en place et qui vont impacter les métiers et les compétences. Si vous n'arrivez pas à avoir cette logique d'anticipation et de voir comment ça va impacter les métiers, c'est ce que je disais en début de ce webinaire, on va du coup avoir des mobilités un peu dénuées de sens. Finalement, l'objectif de la gestion prévisionnelle et de la logique d'anticipation et de prospective des métiers, c'est donc d'aligner et de donner de la visibilité aussi sur ces orientations stratégiques. Nous, on a travaillé notamment pour un certain nombre de clients sur justement comment faire en sorte que les orientations stratégiques qui sont partagées à des niveaux qui sont stratégiques, en COMEX, etc., puissent être aussi communiquées à l'ensemble que ce soit aussi les collaborateurs, les ressources humaines, etc., pour que finalement, l'ensemble du corps social de votre entreprise soit au courant de l'ensemble de ces évolutions. Et c'est en donnant justement de la visibilité sur ces évolutions que on va pouvoir anticiper l'évolution des métiers et des compétences. Une fois qu'on aura finalement cette évolution qu'on aura anticipée,
c'est là que vous allez pouvoir adapter votre stratégie de formation, de mobilité, d'anticipation aussi des âges. Et du coup, l'ensemble de ces sujets vont vous permettre d'accompagner vos salariés dont les emplois seront concernés par des mutations plus importantes. Et c'est là où la mobilité interne est importante et a du sens, puisque en fait, vous allez accompagner vos salariés qui sont potentiellement plus impactés que d'autres sur des mobilités internes qui vont aussi avoir du sens pour l'entreprise. Et c'est ce que je disais au début de mon. C'est comme ça que vous allez pouvoir accompagner vos salariés sur des mobilités internes qui ont du sens, les orienter vont être plutôt en croissance, en tension, sur lesquels vous allez pouvoir identifier aussi des problématiques de recrutement parce que vous aurez anticipé que le marché est tendu sur ces sujets-là, ou encore pouvoir mobiliser et proposer des mobilités internes à vos collaborateurs sur des métiers sur lesquels potentiellement vous avez un sujet sur votre pyramide des âges, avec une pyramide des âges plutôt vieillissante et donc un nombre de collaborateurs important qui part à la retraite, et du coup faire des mobilités internes qui sont pertinentes et raisonnées de vos orientations stratégiques pour qu'elles soient aussi gage d'employabilité pour vos collaborateurs et du coup de renforcer tous ces éléments. Sur la slide suivante, Karine, les grandes étapes d'une GEPP, pour que vous compreniez opérationnellement parlant ce que l'on fait et comment ça impacte sur la mobilité interne. En fait, généralement, quand on met en place une GEPP, on a toute qui est de comprendre comment les métiers et les compétences vont être impactés. Ça passe par tout un tas de facteurs qui peuvent être internes à l'entreprise, des projets d'entreprise, des fermetures, par exemple, de sites, de la recentralisation sur certaines activités parce qu'on se rend compte que c'est des activités sur lesquelles on a besoin d'aller aussi d'inducteurs et de facteurs externes. Et là-dessus, travail pour anticiper finalement quelles sont les évolutions qui vont être à venir dans les prochaines années et voir où il est important de mettre le curseur. Notamment, par exemple, nous, on a travaillé sur des entreprises de la restauration collective où, évidemment, post-Covid, on s'est rendu compte que les salariés allaient moins dans les restaurants d'entreprise et donc on avait un impact sur les métiers et sur les compétences qui étaient et comment faire en sorte que ces métiers-là, on n'ait pas besoin de passer par des restructurations beaucoup plus et impactante, et comment, grâce à la mobilité interne, on va pouvoir justement garantir l'employabilité des collaborateurs et garantir aussi un besoin de l'entreprise d'aller remobiliser les collaborateurs sur des métiers sur lesquels on a un besoin plus important. C'est là où on va faire justement ce qu'on appelle la catégorisation des métiers pour se dire quels sont les métiers en tension, quels sont les métiers sensibles, quels sont les métiers en développement, et travailler sur un principe finalement en mobilité interne entre des métiers qui sont sensibles ou en décroissance pour remobiliser les collaborateurs vers des métiers stables ou en développement et du coup s'assurer qu'on flèche bien les collaborateurs sur des mobilités qui sont pertinentes et qui vont avoir du sens dans le futur. Ça, c'est la partie plan d'action et recommandations qu'on va mettre en place. Ces plans d'action, on va les intégrer du coup dans l'accord GEPP. Je vais en parler juste après, puisque l'accord GEPP, il intègre un certain nombre que sont notamment la mobilité interne, qui est le sujet aujourd'hui. On a aussi d'autres mesures qui peuvent être mises en place dans le cadre d'un accord GEPP qui sont plutôt liées à la mobilité externe, aux mesures d'âge, etc. Mais ce n'est pas le sujet du webinaire aujourd'hui, sinon on n'aurait pas le temps de tout adresser, donc on va se focaliser sur la mobilité interne. Une fois que ces mesures sont intégrées, évidemment, toute la partie négociation et signature de l'accord. Et ensuite, on a le déploiement et le suivi de l'accord parce qu'on se rend compte également que la mobilité interne, c'est un sujet qui évolue au jour le jour, parce qu'un métier qui va pouvoir être catégorisé comme critique ou sensible pendant une année ne le sera pas forcément 2 ans après. Et c'est pour ça qu'il est très important aussi de suivre cet accord GEPP et de garder cette logique d'anticipation. C'est pour ça je disais au début de mon intervention que pour nous, ce n'est pas une simple obligation légale de mettre en place une obligation, mais c'est vraiment avoir une logique d'anticipation sur l'évolution de nos métiers pour proposer à vos collaborateurs, finalement, des évolutions qui soient pertinentes et qui soient en lien avec les évolutions de la société sur les besoins en compétences, en effectifs, etc. Il est évident, au regard typiquement des sujets actuels de digitalisation ou de choses comme ça, qu'il est moins pertinent d'aller proposer
une mobilité vers un poste d'archiveur papier, par exemple, alors même que de plus en plus, tout ce qui est archivage, etc., va être digitalisé. Et donc, il faut vraiment être dans une logique de mobilité interne qui ait du sens et qui permette de garantir l'employabilité de vos collaborateurs. Sur ce que l'on peut mettre, slide suivante, Karine, dans l'accord GEPP, pour du coup que la GEPP soit un réel support à la mobilité interne, vous pouvez, au sein de votre GEPP, donc, proposer tout un tas de choses sur la mobilité interne, d'éligibilité, mettre en place justement des mesures qui vont favoriser les métiers qui auront été catégorisés comme sensibles ou en tension, les moyens de diffusion et de visibilité des offres d'emploi en interne, parce qu'on se rend compte aussi que sur la mobilité interne, le vrai sujet que l'on a, c'est d'avoir de la visibilité sur les offres qui existent en interne. Comment on accompagne également le collaborateur en termes financiers, mais aussi des mesures d'accompagnement pour faire en sorte qu'il ait potentiellement également une visibilité sur quels sont les autres métiers, mais aussi une visibilité beaucoup plus concrète. Et c'est là où Karine va vous proposer un outil que vous pouvez tout à fait intégrer dans la GEPP. C'est de donner de la visibilité sur ce métier-là, il m'intéresse, mais finalement, je ne sais pas ce que c'est. Et comment, moi, je vais pouvoir, en tant qu'entreprise et au sein de la GEPP, donner des outils à disposition de mon collaborateur pour favoriser ces mobilités internes et que les collaborateurs s'en saisissent. Et Karine va vous présenter un outil pertinent à intégrer, justement. Merci Axel. Donc, je reprends la main. Merci. Donc, effectivement, on se rend compte qu'une fois que vous avez fait tout ce travail de référencement de vos métiers, de vos compétences, on ne fait pas bouger les lignes comme ça. On ne dit pas à vos salariés, vous allez passer d'un poste A à un poste B. On s'est rendu compte qu'en fait, la mise en mouvement, en travaillant sur des plans de RCC ou des PSE ou des besoins d'activer sur des métiers en tension en interne, qu'en fait, la mise en mouvement est pas simple. Vous pouvez avoir des job boards, vous pouvez avoir tous les outils de mobilité classiques, on va dire, d'une entreprise. Pour autant, donner envie d'aller vers des métiers, pour nous, il faut se donner envie, donc il faut se rencontrer. Donc, je te laisse passer la slide. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter le concept, en fait, le principe, en fait, des outils qu'on a mis en place, de vous parler de quelques cas clients, mais surtout de laisser parler aussi Valérie qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour vous partager, puisqu'on a mis en place cet outil chez France Travail. Donc, elle va vous parler de la façon dont elle l'a mis en place, les raisons de la mise en place chez France Travail. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'en interne, et comme en externe, quand vous voulez changer de travail, j'imagine que ça vous est déjà passé par la tête, vous avez déjà fait des reconversions, des changements de boulot, c'est de se dire, finalement, ça me fait peur, je connais pas les compétences, les attendus, ça me fait sortir de ma zone de confort, et puis surtout, les métiers, je les connais pas vraiment. Et je les connais pas en interne aussi, c'est-à-dire que vous pouvez être dans une entreprise de 200 personnes ou de 50 000 personnes, je ne connais pas tous les métiers de l'entreprise. Donc, on a mis en place, tu peux passer, Karine, un outil qui permet de faire des vies ma vie. Donc, on est sur comment je me mets dans les chaussures de mon voisin, comment je me permets aussi à mes collaborateurs de rencontrer, de sortir de ma zone de confort, d'échanger avec les collaborateurs qui sont dans le bureau d'à côté, alors que j'ai aucune raison professionnelle de travailler, de les rencontrer. Je te laisse passer, Karine. Donc là, l'outil de Vie ma vie, c'est un outil, c'est comme un Doctolib des métiers, comme un site de rencontre. On va référencer des ambassadeurs de l'entreprise. Et donc là, c'est pour différentes raisons. Je reviendrai sur les raisons pour lesquelles les entreprises ont choisi ça, mais on va référencer un réseau d'entreprises en reprenant votre référentiel de métier. Et là, les collaborateurs vont pouvoir prendre des rendez-vous et évidemment, en totale autonomie. L'idée, c'est vraiment de redonner la main au collaborateur de sa responsabilité de parcours professionnel et de pouvoir identifier si ce métier lui convient. Et évidemment, il y a tous les outils de pilotage pour les RH pour qu'il n'ait pas à gérer, parce qu'aujourd'hui, c'est fait, les Vie ma vie, beaucoup d'entreprises le font, mais ça reste fait à la main par l'assistante RH ou par les managers qui doivent identifier qu'un tel a envie de tester un métier. Donc, c'est toujours en lien avec une vraie mobilité attendue. Là, on est plutôt sur du réengagement, de la visibilité sur la suite à donner et de mieux se connaître, de mieux travailler ensemble.
Comme cet outil, il est développé depuis 2016 maintenant, on a beaucoup travaillé le parcours d'engagement des collaborateurs. Donc, voilà, on est souvent connecté en SSO, donc sur l'intranet des entreprises. Il y a le réseau d'ambassadeurs qui a été embarqué, donc je vais pouvoir prendre rendez-vous, je vais choisir mon créneau, je vais pouvoir choisir si je fais un café, une visio, une immersion. Il y a plusieurs modalités de type de rencontre. Puis ensuite, je vais remplir mon bilan qui va arriver en statistiques ou micro ou macro pour les RH et pouvoir suivre ce qui se passe dans les mobilités, en tout cas dans les rencontres réalisées en interne. Alors, les entreprises qui ont choisi d'utiliser cet outil, c'est donc la Donner Vie à la GEPP. Donc là, c'est évidemment, je rebondis sur ce que nous a partagé Axel, mais ça peut être aussi sur des besoins de recrutement, sur des métiers en tension en interne, ça peut être sur des vies ma vie, sur des problématiques, améliorer la communication, mieux travailler ensemble, ça peut être sur l'employabilité durable et l'engagement des collaborateurs. Donc là, l'engagement, c'est je me rends compte qu'il y a un désengagement et comment je fais pour imaginer et projeter les pas d'après. Et puis, beaucoup s'en servent aussi sur les entretiens post-entretien professionnel. On a des obligations légales de faire des entretiens professionnels. Quelles sont les perspectives pour vous d'évolution? Donc, c'est des questions qui sont posées aux collaborateurs. Et souvent, même les managers n'ont pas d'outils à la main. Donc, ça permet aussi d'outiller les managers sur les perspectives à donner aux collaborateurs qui est peut-être en bout de course, qui se pose des questions, qui a envie d'évoluer dans l'entreprise. Et les managers n'ont pas non plus toujours les réponses. Donc, ça, c'est un vrai outil que les entreprises peuvent utiliser. Je vous propose de vous partager une vidéo, parce que il y a parfois c'est plus simple, d'1 minute, qui vous présente le principe de cet outil, et ensuite de vous partager des cas clients rapidement et de laisser intervenir Valérie sur ce qu'elle a mis en place. Vous êtes responsable des ressources humaines? Nous avons créé pour vous Mobin, une plateforme permettant aux collaborateurs de découvrir les métiers existants au sein de leur entreprise en allant à la rencontre de ceux qui les exercent. Ils peuvent contacter ces ambassadeurs métiers en toute autonomie et planifier une visio, prendre rendez-vous pour un café ou bien en partager le quotidien pour une expérience immersive style Vie ma vie. Avec Mobin, facilitez la communication, les connexions et les échanges entre collaborateurs. Encouragez et soutenez la mobilité interne. Faites la promotion des métiers en tension et initiez la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels. Participez à la construction de l'employabilité durable pour favoriser l'engagement des collaborateurs. De votre côté, définissez facilement toutes les modalités de ces rencontres, y compris leur durée, afin qu'elles s'adaptent à vos objectifs. Accédez à des indicateurs de mesure qui vous permettront de prendre le pouls de ces initiatives. Améliorez votre marque employeur en déployant Mobin dans le cadre de vos onboardings. Bref, donnez vie à la politique ressources humaines interne de votre entreprise. Vous êtes responsable. Voilà. Je vais vous partager 2 cas clients avant de laisser la main à Valérie. Le premier, c'est sur une des caisses d'épargne. En fait, il y a des besoins parfois d'en réembarquer des collaborateurs vers d'autres métiers. Donc là, on est vraiment sur des métiers sensibles, métiers en tension. Et il y avait donc 35 postes à pourvoir dans cette caisse. Et pour autant, les collaborateurs sollicités à la mise en mouvement n'actionnaient pas. C'est-à-dire que le job board ou la demande des managers ou des RH n'a pas suffi. Donc, on a mis en place cette plateforme, on a engagé, enfin, on a mis sur cette plateforme des ambassadeurs des métiers qui recrutaient et les collaborateurs qui étaient en ballottage. Il n'y avait pas de plan social, mais globalement une incitation à la mobilité, ont pu échanger avec leurs pairs. Et ça a fait toute la différence parce que il n'y a pas ce sentiment de se laisser embarquer par la RH ou malmener par la RH ou par un manager, cette peur qu'on vous raconte une histoire sur un métier ou sur des attendus qui ne seraient pas la réalité. D'avoir pu parler avec un professionnel qui fait vraiment le métier a fait toute la différence. Les 35 postes ont été pourvus et les personnes sont contentes de ce nouveau poste parce qu'ils ont pu échanger et se rendre compte qu'aujourd'hui, ils font vraiment ce que la personne leur avait présenté. Donc, il y a une réalité qui est que s'il n'y a pas d'échange de pair à pair, il y a toujours une appréhension.
Et aujourd'hui, dans les entreprises qui mettent juste des job boards, la réalité, c'est qu'un listing de compétences ou d'attendus ne suffit pas. Il y a aussi se donner envie de travailler ensemble, et donc ces rencontres le permettent. Je vous ai mis quelques types d'enjeux que des entreprises utilisent, et puis quelques exemples de clients qui nous font confiance. Je vous partage le cas Adecco. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs entités, CAPA, Codis, LHHRS, etc. Et donc là, on a mis en transverse cette plateforme pour que toutes ces personnes d'entités différentes, sous la bannière Adecco Group, puissent échanger et se rencontrer. Donc, il n'y a pas d'enjeu en soi de mobilité, mais il y a un enjeu de se découvrir et de faciliter les échanges. Et donc, Adecco a eu la gentillesse de me faire parvenir des retours d'expérience. Si tu peux passer la slide, Karine. Là, c'est des retours d'expérience qui ont été portés par les utilisateurs. Donc, c'est simple, ludique, une expérience qui favorise la prise de contact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez travailler avec des collègues dans les bureaux d'à côté sans jamais vous parler parce que vous n'avez jamais de réunion commune ou d'intention. Et puis, le télétravail a renforcé aussi le fait de plus se voir et de plus avoir d'échanges. Et donc là, ça m'autorise, en prenant rendez-vous avec un ambassadeur, ça m'autorise à pouvoir échanger avec lui parce qu'il s'est référencé comme ambassadeur. Alors que si je le croise dans un café, j'ai pas en soi, on est tous pris dans nos agendas. Donc il y a une réelle, ça redonne l'autorisation d'échanger avec des gens avec qui vous ne travaillez pas. En fait. Donc voilà, je vous laisse lire les quelques commentaires. Mais voilà, ça a permis de clarifier le poste que j'avais en tête. C'est simple, voilà, prise de contact facilitée. J'ai découvert des nouveaux métiers, c'est génial, etc. Donc voilà, les feedbacks de certains de nos clients. Mais je préfère laisser la main à Valérie Morgeon maintenant pour vous partager donc, tout ce qu'on a mis en place chez Pôle emploi à l'époque, qui est devenu France Travail. Il a laissé vous partager notre histoire, notre historique ensemble. Valérie, à toi. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je suis Valérie Morgeon, je suis chef de projet alors dans le domaine RH au sein de France Travail. Et j'ai partagé avec vous la success story que France Travail Île-de-France, puisqu'on est plusieurs établissements, a vécu avec à l'époque la start-up Test un métier. À la direction RH, on recherchait des idées pour favoriser la mobilité interne de nos collaborateurs. Et dans cette optique, j'ai sollicité en interne la direction du partenariat de France Travail Île-de-France, puisqu'elle noue des relations avec différents partenaires. Et je souhaitais pouvoir participer à un jury dont l'objectif était de permettre à des startups RH d'entrer dans un incubateur. À cette occasion, j'ai pu rencontrer différentes startups qui traitaient des sujets qui nous intéressaient. Et par la suite, j'ai sollicité Karine pour qu'elle puisse nous présenter la solution de mobilité interne qu'elle avait développée. Notre objectif pour nous, c'était bien de voir comment on pouvait traiter mieux cette mobilité interne, puisque la direction régionale Île-de-France, c'est un établissement qui recrute de nombreux collaborateurs et par voie de conséquence, qui les forme énormément. Et on s'était aperçu que ces personnes qu'on avait recrutées, soit au bout d'un moment, elles partaient de France Travail, soit elles restaient dans France Travail, mais elles allaient dans une autre région. Et il y a eu notamment un effet post-Covid assez important qui a fait que pour des conditions de vie meilleures, on préfère aller travailler dans une autre région que l'Île-de-France. Et puis, il y avait un autre champ, c'était pour les agents et les managers, une envie de progresser, d'avoir des perspectives d'évolution, notamment managériales, et une envie de changer de métier, sachant que chez France Travail, on a quand même pléthore de métiers différents à proposer, puisqu'on en a plus d'une centaine. Alors, on avait déjà un principe pour réaliser des immersions en interne, pour répondre à différents besoins. Ce principe, il était un peu ancien, c'est-à-dire qu'il fallait récupérer un formulaire sur notre intranet régional, il fallait valider avec son manager, puis avec les RH, pour finalement que les services RH trouvent quelqu'un pour nous accueillir. Et tout ça pour pouvoir échanger sur des métiers qui seraient similaires aux nôtres, faire un peu d'échange de pratiques pour voir quel métier différent il peut y avoir en fonction support ou dans le réseau, et puis aussi mieux connaître pour mieux collaborer entre nous.
Et donc, derrière, l'objectif, c'était bien de trouver un outil qui permettait d'être plus souple et de diffuser plus largement cette possibilité de réaliser ce qu'on appelle chez nous des immersions. Donc, après maintes réflexions, on décide de prendre Test un métier en Île-de-France. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, on a un programme qui s'appelle Performance par la confiance. C'est un programme qui permet de redonner des marges de manœuvre aux agents et à leurs managers pour répondre au plus près des besoins de nos usagers, mais aussi en interne, pour faire en sorte que les rouages soient un peu moins grippés, on va le dire comme ça. Et on avait également un besoin de recruter des managers de proximité, tels que les responsables d'équipe. Et du coup, ça nous permettait, via cette plateforme Test un métier, d'avoir un outil moderne qui offrait de la souplesse dans son utilisation. Et pour aller dans le champ de performance par la confiance, c'était aussi permettre aux collaborateurs de France Travail Île-de-France de prendre des rendez-vous en toute autonomie sans passer par les services RH, ni avoir une demande de validation managériale. L'outil permet, en quelques clics, d'aller choisir un ambassadeur qui va pouvoir nous présenter son métier et donc de pouvoir échanger, alors selon différentes modalités, mais notamment en visio sur des périodes de courte durée. Et puis, lorsqu'il y a des projets professionnels un peu plus construits, dans ce cas-là, d'aller réaliser des immersions en présentiel sur le lieu de l'ambassadeur qui nous reçoit et qui va nous présenter son métier et tous les attendus. C'était cet outil, cette plateforme, c'était aussi une façon de faciliter le travail des services RH, puisque, vous l'aurez compris, il n'y avait plus ce passage obligatoire avec l'envoi de mail, la réception, trouver un ambassadeur qui était à réaliser par les services RH, mais c'était aussi une façon très rapide d'avoir des éléments de reporting et de pilotage. Donc, pour les RH, ça nous a aussi facilité la vie avec l'utilisation de cette plateforme. Comment ça s'est passé concrètement sur la mise en place de cette plateforme au sein de France Travail Île-de-France? Alors évidemment, on a fait un groupe de travail interne pour voir quels étaient les éléments dont on avait absolument besoin. Et puis, on a réalisé un travail collaboratif entre les équipes de France Travail et les équipes de Karine. Et dans les équipes de France Travail, on a notamment eu besoin de notre DSI, notamment pour sécuriser les accès à la plateforme. Donc, on a eu, Karine en parlait tout à l'heure, un accès SSO. Ça nous permet de nous connecter à la plateforme à partir du moment où on s'est connecté simplement sur notre poste de travail, puisqu'on va aller trouver la plateforme sur notre intranet. Et on a également travaillé sur le RGPD, et qui a été aussi facilité puisque notre choix en Île-de-France a été de ne pas connecter la plateforme avec notre SIRH. Et puis derrière, on a fait des tests, etc., pour la plateforme, bien évidemment, comme pour chaque projet. Et on a commencé à présenter en premier lieu cette plateforme au niveau des RH, puisque ils étaient les premiers concernés sur le travail qu'ils devraient désormais effectuer. Et on a engagé aussi nos managers dans le dispositif pour pouvoir recruter nos ambassadeurs, puisque notre volonté était de pouvoir couvrir l'ensemble des métiers de France Travail avec les ambassadeurs qui seraient représentatifs de ces métiers. On a eu un très très bon sponsor puisque notre DRH a réalisé une vidéo pour présenter cette plateforme à tous. Et puis après, on a évidemment réalisé des potoons, des motion design pour présenter comment on utilisait la plateforme. Et sur cet aspect-là, c'était presque trop puisque c'est tellement simple d'utilisation que c'était très bien de le faire parce que ça a facilité la connaissance de l'outil, ça a propagé la connaissance de l'outil, mais son utilisation est extrêmement simple.
Et puis, pour ma part, je suis intervenue dans les différents CODIR, comités de direction qui existent au sein de France Travail Île-de-France, pour présenter cette plateforme dans les différentes lignes managériales. Et enfin, on a déployé tout ça au niveau de France Travail Île-de-France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où on l'a déployé, la réalisation d'immersion au sein de la direction régionale Île-de-France n'était plus possible compte tenu de l'absence de temps qu'avaient les services RH pour traiter les demandes. C'est-à-dire qu'on avait des demandes en interne de la direction régionale Île-de-France, mais aussi des demandes d'autres régions. Et donc, on traitait les demandes d'autres régions de France Travail, mais on ne traitait plus les demandes en interne, ce qui grevait aussi notre capacité à proposer des mobilités en interne Île-de-France. Et là, avec cette mise en place de la plateforme, ça a permis donc un allègement de la charge au niveau des services RH et ça a permis également à tous nos agents et nos managers de pouvoir se réinscrire dans ce dispositif d'immersion. Au bout d'un an, grâce à cette plateforme, on a fait plus de 300 immersions en intra-Île-de-France. Et donc, je le rappelle, ces immersions, elles ont été réalisées en totale autonomie par les agents. Et le taux de satisfaction est proche de 90%, donc c'était assez énorme et très satisfaisant pour nous parce qu'ils pouvaient à la fois tester un métier dans le cadre d'un projet professionnel. Je veux changer de métier au niveau de l'Île-de-France et donc j'ai une capacité à voir quels sont les métiers qui sont proposés et je peux directement prendre contact avec la personne qui correspond, mais c'était aussi la possibilité de lever quelques irritants, par exemple, c'était de se dire, je ne comprends pas pourquoi on me demande telle ou telle chose, je vais appeler la personne correspondant à ce métier dans ce service pour essayer de comprendre. Et donc, on a permis aussi une meilleure souplesse des relations intrapersonnelles. À la suite de cette réussite, il y a eu un travail au niveau national de France Travail sur les immersions. Et à cette occasion, j'ai pu présenter la plateforme, ce qui a permis à la région Grand Est, qui n'est pas une petite région administrative, de rentrer aussi dans ce dispositif. Et la région Grand Est, parallèlement à l'Île-de-France, a déployé la plateforme Test un métier. Pour faire suite à tout ça, en direction générale France Travail, les directions fonction support ont décidé de mettre un challenge qui s'appelait fonction support partenaire du réseau, donc un challenge national auquel j'ai participé et que j'ai gagné. Et du coup, la direction générale de France Travail a décidé de généraliser cette plateforme pour toutes les entités France Travail nationales. Donc là, on est en cours de déploiement, le projet débute, on est en cours de déploiement pour les 55 000 agents. Logiquement, le déploiement va avoir lieu le 1er septembre. Et donc là, on élargit encore le spectre, c'est-à-dire qu'on va permettre à des agents de France Travail de pouvoir réaliser des immersions toujours en fonction des modalités, autour d'un café, en visio ou en présentiel, en interrégion. Donc, de pouvoir aller voir un métier qui n'existerait pas dans sa propre structure, d'aller voir et de se projeter dans d'autres structures France Travail. En visibilité, alors on va attendre le déploiement national, mais en visibilité, vous savez que la création de France Travail a resserré les travaux entre les missions locales qui s'occupent des jeunes, Cap Emploi qui s'occupe des personnes en situation de handicap. Et donc, on imagine de pouvoir utiliser cette plateforme de nouveau entre les collaborateurs de France Travail d'une part et ceux des missions locales et des Cap Emploi pour justement ce réseau pour l'emploi avec une meilleure connaissance des métiers de chacun et une meilleure coopération entre tous. Et on espère que ça va fonctionner. Tu as raison.
Il n'y a pas de raison. Merci Valérie pour ton témoignage. Est-ce que il y a peut-être des questions? Je ne sais pas, Karine, si tu as des questions. Oui. Est-ce que cet outil vous a permis, Valérie, de répondre à vos objectifs de mobilité? Alors, très clairement, hein, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de mobilité interne et les agents osaient, parce que je pense qu'il y avait aussi une part de frein personnel à changer de métier, mais osaient faire des transitions professionnelles. Ouais. Est-ce que vous avez eu des difficultés à recruter des parrains, marraines Alors, ambassadeurs? en fait, la première étape, c'était au niveau du groupe projet où moi, j'ai sollicité les différents comités de direction, on va les appeler comme ça, pour échanger avec eux sur déjà un certain nombre de parrains-marraines que je souhaitais avoir lors du déploiement de la plateforme, parce que vous comprenez bien que si on met une plateforme où on peut joindre personne, il n'y a pas grand intérêt. Donc, le premier intérêt, c'était d'avoir un nombre suffisant, et sur toute la région Île-de-France, donc sur tous les départements, de parrains-marraines pour recruter. Et en fait, il y a eu pas mal d'engouement. Parce que, comme je vous le disais, hein, les immersions intra-Île-de-France ne se faisaient plus. Donc, les personnes qu'on sollicitait pour devenir ambassadeur de leur métier auprès de collègues, déjà c'était valorisant pour elles et c'était leur permettre de faire également, puisque un ambassadeur peut aussi faire des immersions, c'était leur permettre aussi de pouvoir aller vers de la mobilité interne. Donc, je n'ai pas eu réellement de difficultés. Mais en revanche, j'ai fait beaucoup de visio et j'ai présenté beaucoup. Je vais compléter, Valérie, si tu veux bien, parce que en fait, les cas sont très différents. On va avoir des entreprises qui vont vouloir, comme je vous ai donné le cas de la Caisse d'épargne, c'est-à-dire ne recruter que des ambassadeurs en lien avec des métiers, parce que c'est en lien sur la mobilité et du recrutement en fait interne. On va avoir des entreprises qui vont avoir envie d'avoir un représentant par métier, d'autres qui vont laisser ouverture à n'importe qui peut devenir ambassadeur, puisque n'importe c'est de l'interne, donc n'importe qui. Chez France Travail, ça a été plutôt aussi des choix de managers et de décisions. Donc, en fait, la sélection des ambassadeurs peuvent être complètement ouvertes. Et là, on a un appel à candidature global dans l'entreprise et très sincèrement, on a beaucoup plus de demandeurs que vous ne le croyez, c'est-à-dire que vous ne le pensez, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de parler de son métier, de s'engager en interne, enfin, ça vient valoriser vraiment vos collaborateurs. Et on a d'autres entreprises qui sont plus, qui vont avoir une validation des managers et une validation de la RH sur qui peut devenir ambassadeur. Donc, on a vraiment deux types de profils, mais on n'a pas de sujet à trouver des ambassadeurs. C'est quelque chose qui se fait extrêmement facilement finalement. Question, avez-vous des statistiques sur le type de rencontres qui ont été effectuées? Oui, effectivement. Alors, sur l'Île-de-France, on a ouvert 3 modalités de rencontre. On a ouvert des modalités, évidemment, en visio et aussi autour d'un café sur une durée courte, hein, mais on peut les échanges se font de toute façon. Et donc, on est à peu près à 60% de rencontres en visio, 15% autour d'un café et 25% en présentiel, sachant qu'en règle générale, le présentiel est plus plébiscité lorsqu'on est sur un parcours professionnel et qu'on a déjà une idée de ce qu'on veut faire comme nouveau métier, ou quand on est sur un plan pour devenir manager et qu'on va travailler des aptitudes à le devenir. Attendez, j'ai il nous reste 7 minutes, donc je ne sais pas oui, si oui. des questions. Attendez, est-ce que là, au niveau en termes de pilotage, qu'est-ce que cela vous a apporté? Alors là, c'était assez énorme, c'est-à-dire que on avait difficilement des stats sur la réalisation d'immersion. Aujourd'hui, on a la capacité de dire combien d'immersions ont été réalisées, combien ont été demandées, quels ont été les métiers les plus sollicités.
Ce qui est intéressant aussi, puisque nous, on avait une difficulté à recruter des managers de proximité et qu'on s'aperçoit que non seulement c'est le métier de responsable d'équipe, donc de manager de proximité qui est le plus sollicité, mais c'est aussi celui où on a des belles histoires, c'est-à-dire des agents qui n'osaient pas devenir manager le deviennent grâce alors pas grâce uniquement à la plateforme évidemment, mais la plateforme est un objet de facilité pour ça. Pour les services RH, ça a été énorme, hein, c'est-à-dire que maintenant ils sont en pilotage de cette activité, il n'y a plus du tout de traitement papier, il n'y a plus besoin d'archivage puisque tout est disponible sur la plateforme. Et ouais, ça a été assez énorme. Merci Valérie. J'ai une question pour Karine. Si nous souhaitons mettre en place une plateforme, premièrement, il faudrait compter combien de temps et est-ce que vous avez un budget? Très bonne question. Alors, le temps est variable en fonction de l'entreprise. On va être au plus... En fait, et de la volonté, en fait. En fait, on est, on va dire, une plateforme SaaS, ça veut dire que toutes les données sont hébergées sur nos serveurs. Donc, voilà, comme vous vous inscrivez sur Netflix, vous vous inscrivez et puis vous remplissez un formulaire. Plus on va s'interfacer avec l'entreprise, donc on va se connecter en SSO, ce qu'a dit Valérie, c'est-à-dire qu'on va à un moment donné se connecter, qui fait que les collaborateurs, et vraiment ça crée, c'est un irritant de se connecter via webinaire, donc de toute façon on incite nos clients à avoir une connexion SSO. Donc plus on va avoir d'interaction avec l'informatique, plus ça va prendre du temps. Mais en gros, on démarre avec un chef de projet qui va piloter les paramétrages de personnalisation de la plateforme. Donc là, c'est pour France Travail, c'est Valérie qui a été mon interlocutrice et qui va piloter ensuite les demandes effectivement sur France Travail. Ils n'appellent pas ça des ambassadeurs, ils appellent ça des parrains marraines. Ils vont définir que c'est 5 éclaireurs. Hein? Je dis voir des éclaireurs. Voir des éclaireurs, ça va changer de nom effectivement. Et donc, voilà, tous ces éléments-là vont pouvoir être paramétrés au démarrage du projet. On parle à l'ASI pour savoir s'il y a des sujets RGPD, voilà, mais on passe évidemment tous ces sujets-là. Donc, on va dire qu'au plus rapide, c'est 2 mois, puisque entre le temps des échanges, etc., au bout de 2 mois, vous avez votre plateforme et vous pouvez la déployer. On va aussi très vite mettre la com au démarrage du projet pour savoir comment vous avez envie de communiquer sur le lancement de cette plateforme en interne. Donc, ça va être des petites vidéos ou ça peut être des affiches dans les ascenseurs. Voilà, c'est vraiment à loisir de la façon dont vous communiquez avec l'entreprise. Donc voilà, c'est 2 mois. Et le budget, très bonne question, c'est des setups. Donc les setups qui vont permettre de déployer, de créer cette plateforme finalement. Et ensuite, c'est un abonnement qui va gérer à la fois l'hébergement, les évolutions, etc. De cette plateforme en fonction du nombre de collaborateurs. Donc là, ça va dépendre si votre entreprise, voilà, vous êtes 1000, 2000, 3000, 10 000, 55 000 collaborateurs. Il y a un budget d'abonnement. Donc setup et abonnement, voilà, pour répondre à la question. Merci. J'aurais une dernière question pour Axel. En quoi la catégorisation des métiers permet-elle de favoriser les mobilités internes? Alors, c'est ce que je disais dans ma présentation. Finalement, la catégorisation des métiers, elle reflète les éléments qui vont les impacter, c'est-à-dire donc soit les orientations de l'entreprise, soit les facteurs externes, donc qui sont sur le marché. Ça peut être des facteurs économiques, sociétaux, etc. Et en fait, cette catégorisation va permettre donc d'identifier des métiers soit en tension, soit en croissance, soit stables, etc. Du coup, la mobilité interne va être facilitée par cette catégorisation parce qu'on va pouvoir du coup orienter les collaborateurs et faciliter grâce à tout un tas de dispositifs, notamment par exemple le dispositif qu'a présenté Karine ou d'autres qu'on pourrait intégrer dans un accord de gestion professionnel. Mais du coup, c'est grâce à cette catégorisation qu'on va pouvoir orienter les collaborateurs vers des postes qui sont libres, qui vont être en croissance, en tension, parce qu'on aura catégorisé les métiers comme tels. Et donc, la catégorisation permet de favoriser les mobilités internes parce qu'on est dans une logique plus pérenne d'anticipation des mobilités et donc d'orienter les collaborateurs vers des métiers qui font sens pour l'entreprise demain à court et moyen terme.
écoutez, je n'ai plus d'autres questions. Super. Mais écoutez, merci beaucoup pour d'être venu participer à ce webinaire. Et puis, j'espère que ça vous a éclairé sur des pistes d'évolution de la mobilité interne chez vous. Voilà, vous avez nos coordonnées si vous souhaitez en savoir plus. Et puis, je vous souhaite, voilà, on est pile à l'heure, 9h59. Je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère à très bientôt. Alors. Merci Valérie, beaucoup. merci Axel. Merci. Merci, au revoir.